Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse, au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Série verte, série noire. Parce qu'on n'est pas justement au début d'une série noire avec 8 séances de repli consécutifs à Paris sur l'Eurostoxx. Alors, immédiatement, les chartistes se penchent sur leur graphe. Oh là là, c'est pas arrivé depuis l'été 2011. Sauf qu'à l'époque, au bout de 8 ou 9 séances de repli, on n'avait pas perdu 3 ou 4% par rapport au sommet, on en avait perdu plus de 10. C'était à nouveau une période d'interrogation sur la pérennité de l'euro. Nous n'y revenons pas. 8 ou 9 séances de baisse, personne ne les a vues venir, naturellement. Alors nous avions comme hypothèse qu'après 24 séances sur 25 de hausse à Tokyo, 10 semaines de hausse sur 11 à Wall Street en Europe, on pourrait très bien, après des hausses funiculaires, voir des baisses tout aussi funiculaires. Sauf que tant que ça monte, tant que ça gagne, tout le monde est content, tout le monde est confiant. On voit le VIX revenir sous les 10, on voit les opérateurs faire preuve d'une complaisance incroyable et expliquer chaque soir les raisons de cette hausse qu'ils n'avaient pas vu venir ou qu'ils ont joué simplement par habitude ou qu'ils n'ont même pas joué d'ailleurs, laissant leurs ordinateurs et leurs logiciels faire de la réplication indicielle. Grâce à l'inspiration venant au fil des heures, ils trouvaient tous les soirs l'explication d'un nouveau record absolu à Wall Street ou en Europe. Alors quand ça gagne à droite, quand ça gagne à gauche, quand on se sent plus riche, tant que ça gagne, on rejoue. Alors on rachète des actions, et puis on rachète des bons du trésor, et puis on rachète, du high yield, et puis on achète des matières premières, du tangible et de l'immobilier, et puis du pétrole, enfin bref, on achète tout. À crédit, naturellement. L'argent est toujours gratuit, ou quasi. Et puis d'un seul coup, les positions, au lieu de dégager chaque soir de la marge positive sur les actions, les obligations, le pétrole, chaque soir au contraire, tiens, c'est de la moins-value, c'est des marges à couvrir, etc. Et là, on se retrouve contraint de réduire les leviers. On se retrouve, je dis bien, contraint. C'est pas qu'on a une opinion positive ou négative sur la conjoncture ou sur la croissance ou l'inflation à 6 mois. Non, c'est là, c'est mécanique. Quand ça baisse, il faut réduire. Alors on réduit absolument partout. Autrement dit, on risque d'avoir une tension des taux. Tension des taux dit baisse de la prime de sécurité sur les actions qui vont se mettre à baisser. Tiens, si les actions baissent, c'est peut-être qu'on est moins optimiste sur la conjoncture. À ce moment-là, pourquoi détenir du pétrole et des matières premières? Donc on vend aussi le pétrole et les matières premières. Bref, de proche en proche, on vend tout. Alors c'est soutenable tant qu'on perd 0,3, 0,4, 0,5% par jour. Mais imaginons qu'on se réveille avec du -2, -3 à l'ouverture. Là, la réduction des leviers, elle va prendre une tournure beaucoup plus radicale, beaucoup plus explosive. Et là, on pourrait commencer à souffrir. Alors vous ne souffrirez pas. Vous avez déjà assez souffert comme ça avec nos ETF, BX4 et BXX. Nous avions couvert le CAC 40 et l'Eurostoxx, quand justement ils étaient parvenus au niveau où nous les retrouvons aujourd'hui. Alors on a perdu pas mal de valeur temps, c'est vrai. Mais enfin, si la volatilité augmente, on va vite se refaire. Ne vous inquiétez pas. La question est de savoir à partir de quand on va éventuellement renforcer la couverture et lui faire prendre une tournure plus offensive. Sur le CAC 40, nous l'avons déjà signalé, ce sera 5200 points. Sur l'Eurostoxx, ça sera 3500 points. Mais on a déjà eu une première alerte sous les 3006 et sur le CAC 40, première alerte à la baisse sous les 5370. Donc la situation mérite qu'on se montre vigilant. Mais tant que ça tient à Wall Street, après tout, pas de risque. Et Wall Street hier soir a été quelque part rassuré par une rumeur comme quoi Mohamed El-Erian, l'ex-co-gérant du plus grand fonds obligataire du monde, PIMCO, devenu aujourd'hui Allianz,
M. Ellerian pourrait prendre la place de Stanley Fischer, l'ex numéro 2 de la Fed. Excite l'universitaire John Taylor, place à un homme qui connaît vraiment les marchés et qui n'est pas un pur esprit et qui n'est pas dans la recherche universitaire sur le niveau idéal des taux d'intérêt. Sauf que M. Ellerian, c'est un pessimiste. C'est quelqu'un qui estime qu'il y a trop de dettes, qu'on a émis trop de bons du trésor, fait trop de QI. Et puis comme ça, pour des raisons purement démographiques, on a un effet de ciseau. Plus de pensionnés, moins de cotisants. Comment voulez-vous que les taux restent où ils sont? Ou si il n'y a pas de rendement sur l'obligataire, comment voulez-vous servir des pensions? Or, si jamais les choses devaient mal tourner, quel recours ont les banques centrales? Faire un QI illimité ou alors faire passer les taux en négatif? De toute façon, la Fed ne s'est pas reconstituée assez de marge de manœuvre pour disposer de ce qu'il faut pour éventuellement soutenir Wall Street si d'un seul coup une spirale baissière venait à s'enclencher. Et c'est pas M. Ellerian qui va convaincre le marché qu'il ne faut pas s'inquiéter et que tout va bien se passer, car lui-même, depuis 3 ans, estime que les choses, justement, ne vont pas bien se passer et qu'on peut même s'interroger de savoir comment ça a duré aussi longtemps comme ça. Alors certes, il connaît bien les marchés, mais justement, si les choses commencent à mal tourner, si on commence à voir une série noire, il sait trop comment cela se termine, mais il ne sait pas du tout comment l'arrêter.